Je conduis depuis presque 20 ans maintenant. 20 ans sur les routes de France, à traverser les départements, les villages, les villes. Mon camion, c'est ma maison, mon refuge. Je m'appelle Marcel Dufour, j'ai 43 ans et je suis né à Marseille. Ma vie, c'est l'asphalte, les aires de repos, les auberges routières. Je connais chaque virage de la Nationale 7, chaque station-service qui sert un café digne de ce nom, chaque petit bistrot où on ne vous regarde pas de travers quand vous entrez avec votre blouson de routier un peu usé. Ce jour-là, j'étais sur une route secondaire dans la Provence. J'avais choisi de quitter l'autoroute pour éviter les péages et profiter du paysage. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue, ondulant sous la brise comme une mer violette. Le soleil commençait à descendre, baignant tout d'une lumière dorée. C'était magnifique, mais j'étais fatigué. Je venais de livrer un chargement près d'Aix-en-Provence et je remontais vers le nord, vers Lyon, où m'attendait une autre livraison. La radio diffusait une vieille chanson de Johnny Hallyday, quelque chose de Tennessee. Je chantonnais distraitement, la fenêtre ouverte, respirant l'air parfumé de la Provence. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Au début, ce n'était qu'une silhouette au loin sur le bord de la route. Une silhouette qui avançait de façon erratique, presque en zigzag. J'ai ralenti. Dans notre métier, on apprend vite à se méfier des autostoppeurs. On entend trop d'histoires, des histoires de vol, d'agression. Mais quelque chose dans sa démarche m'a alerté. Elle ne faisait pas de signe pour demander qu'on s'arrête. Elle semblait juste fuir quelque chose ou quelqu'un. En me rapprochant, j'ai distingué une femme. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux en bataille. Elle portait ce qui avait dû être une jolie robe, mais qui maintenant pendait, déchirée à plusieurs endroits. Un de ses talons était cassé, la forçant à boiter. Et puis j'ai vu son visage. Des traces de maquillage coulèrent sur ses joues, mêlées à ce qui semblait être des larmes et du sang. Sans réfléchir, j'ai freiné et j'ai arrêté mon camion à sa hauteur. Elle s'est figée, comme une biche prise dans les phares d'une voiture. Ses yeux écarquillés par la peur me fixaient avec méfiance et désespoir à la fois. « Madame !» j'ai dit, en ouvrant ma portière. « Vous avez besoin d'aide ?» Elle a hésité, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule, vers la route qu'elle venait de parcourir. Puis ses jambes ont semblé céder sous elle, et elle s'est effondrée à genoux sur le bas-côté. Je suis descendu de mon camion et me suis approché lentement, pour ne pas l'effrayer davantage. « Je ne vous ferai pas de mal, » j'ai dit doucement. « Je veux juste vous aider. » Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était celui d'un animal traqué. « Aidez-moi » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du vent dans les champs de lavande. « Tirez-moi d'ici, je vous en supplie. » Je me suis agenouillé à ses côtés, gardant une distance respectueuse. De près, je pouvais maintenant voir clairement les marques sur son visage. Des ecchymoses, certaines récentes, d'autres plus anciennes, jaunes et verdâtres. Quelqu'un l'avait frappé, et pas qu'une fois. « Comment vous appelez-vous » j'ai demandé, aussi calmement que possible. « Sophie » a-t-elle répondu après une hésitation. « Sophie Mercier. »« Je m'appelle Marcel » j'ai dit. « Marcel Dufour. Je peux vous emmener jusqu'à la prochaine ville. Vous pourrez y trouver de l'aide, aller à la gendarmerie si vous le souhaitez. » Elle a secoué vigoureusement la tête. « Pas la gendarmerie, pas encore. S'il vous plaît, juste emmenez-moi loin d'ici. » J'ai hésité. Dans quelle histoire étais-je en train de me mêler? Mais en regardant cette femme, tremblante, blessée, terrorisée, je n'ai pas pu me résoudre à l'abandonner là. J'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle avait enduré aux mains de mon père. À combien de fois j'avais souhaité, enfant, que quelqu'un vienne nous aider. « D'accord, » j'ai finalement dit. « Montez, on s'en va. » Elle s'est levée avec difficulté et j'ai dû l'aider à grimper dans la cabine de mon camion. Une fois installée, elle a immédiatement tourné son regard vers la route derrière nous, comme si elle s'attendait à voir surgir un monstre à tout moment. J'ai démarré et j'ai repris la route, jetant de temps en temps des coups d'œil dans mon rétroviseur. La route derrière nous était vide, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant, mais je sentais la tension qui émanait de ma passagère, et je savais que le danger, quel qu'il soit, n'était pas loin. « Vous voulez me dire ce qui s'est passé ?» j'ai demandé après quelques minutes de silence. Sophie a serré les bras autour d'elle comme pour se protéger. « C'est compliqué », a-t-elle murmuré. « On a du temps », j'ai répondu doucement. « Et parfois, parler à un étranger, c'est plus facile. » Elle a pris une profonde inspiration, puis a commencé à parler. Sa voix était basse, à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur, mais chaque mot était empreint d'une douleur si profonde qu'elle semblait vibrer dans l'air entre nous. « Je l'ai rencontré il y a 2 ans, a-t-elle commencé. « Laurent, il était charmant, attentionné.
Il m'a fait des promesses, m'a parlé d'une vie meilleure loin de mon petit village en Bretagne. J'étais serveuse dans un café, je rêvais de devenir quelqu'un, de voir le monde. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider, qu'il avait des contacts, qu'ensemble, on pourrait construire quelque chose. Elle a ri amèrement. J'étais si naïve. Au début, tout allait bien. On s'est installé près de Lyon. Il m'a trouvé un travail dans un café, puis dans un bar. Petit à petit, les choses ont changé. Il est devenu possessif, jaloux, et puis violent. J'ai serré le volant plus fort, sentant une colère sourde monter en moi. Je connaissais trop bien cette histoire. Je l'avais vue se dérouler sous mes yeux quand j'étais enfant. Il a commencé à me prêter à ses amis, a continué Sophie, sa voix tremblante. Des soirées privées, des cabarets louches à la périphérie de Lyon. J'ai refusé, mais il a menacé ma famille en Bretagne. Il connaissait l'adresse de mes parents, de ma petite sœur. Il a dit qu'il leur ferait du mal si je ne coopérais pas. Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Je lui ai tendu un paquet de mouchoirs en papier que je gardais dans la boîte à gants. « Merci », a-t-elle murmuré, en essuyant ses larmes. J'ai obéi pendant des mois. Je me suis détestée chaque jour, mais je n'avais pas le choix. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Et puis aujourd'hui, j'ai entendu Laurent parler au téléphone. Il prévoyait de m'envoyer loin dans un de ces endroits, dans le sud de la France. Un endroit d'où je ne reviendrai pas, je le savais. Elle a frissonné visiblement. Alors j'ai attendu qu'il sorte et j'ai pris ce que je pouvais. Un peu d'argent qu'il gardait dans un tiroir, quelques vêtements, et je me suis enfui. Je ne savais pas où aller, je voulais juste m'éloigner le plus possible. J'ai hoché la tête, comprenant sa terreur. « Vous avez fait ce qu'il fallait », j'ai dit. « On va vous trouver un endroit sûr. » À ce moment-là, mon téléphone a vibré sur le tableau de bord. Un message d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé à Sophie si elle pouvait le lire pour moi, puisque je conduisais. Elle a pris le téléphone, puis est devenue blanche comme un linge. « Elle est à moi. Rends-la moi », a-t-elle lu d'une voix tremblante. Je ne comprends pas immédiatement. De quoi parle-t-il ? Je demande. Puis, tout devient clair. Laurent a mon numéro, et s'il a mon numéro, c'est qu'il nous suit, ou du moins qu'il a des informations sur mon camion. Comment a-t-il pu... commence Sophie, paniquée. Les réseaux sociaux, peut-être. Beaucoup de routiers partagent leur position, leur trajet, je réponds, réalisant soudain le danger dans lequel nous sommes, ou des caméras de surveillance, ou simplement quelqu'un qui m'a vu vous prendre en stop. Je regarde dans mon rétroviseur, scrutant la route derrière nous. Rien pour l'instant, mais maintenant je suis sur mes gardes. Nous sommes sur la route nationale, maintenant, en direction du nord. Il y a plus de circulation, plus de témoins potentiels, ce qui me rassure un peu. Il ne vous laissera pas tranquille, n'est-ce pas ? Je demande, même si je connais déjà la réponse. Sophie secoue la tête, le regard fixé sur la route qui défile. Non, murmure-t-elle, pas tant qu'il pensera que je lui appartiens. Ces mots résonnent en moi, réveillant des souvenirs enfouis. Ma mère, les yeux baissés, murmurant à mon père, « Oui, Marcel est ton fils. » Comme si elle, comme si moi, nous n'étions que des possessions. Personne ne vous appartient, je dis, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Personne. Sophie me regarde, surprise par l'intensité de ma réaction, puis elle hoche la tête lentement. C'est ce que je commence à comprendre, dit-elle doucement. Nous continuons à rouler en silence pendant un moment. Le paysage change autour de nous, les champs de lavande laissant place à des vignobles, puis à des terres plus vallonnées, alors que nous approchons de la région de l'Ardèche. C'est alors que je le remarque. Dans mon rétroviseur, une moto noire qui nous suit depuis un moment. Elle se tient à une distance constante, ni trop près, ni trop loin. Le conducteur porte un casque intégral noir qui masque son visage. « Sophie », je dis calmement, ne voulant pas l'alarmer inutilement, « est-ce que Laurent possède une moto ?» Elle se tourne brusquement pour regarder par la fenêtre arrière. « Oui », répond-elle, la peur évidente dans sa voix. « Une grosse moto noire. » Je jure intérieurement. Nous sommes suivis et maintenant je dois prendre une décision rapide. Continuer sur la nationale, où il y a des témoins mais aussi un trafic qui nous ralentit, ou tenter de le semer par des routes secondaires. Je choisis la deuxième option. À la prochaine sortie, je quitte la route principale et m'engage sur une route départementale qui serpente à travers les collines de l'Ardèche. « Qu'est-ce que vous faites ?» demande Sophie alarmée. « Je vais essayer de le semer », je réponds, concentré sur la route. Ces petites routes, je les connais bien. J'ai souvent livré du vin dans les domaines du coin. La route devient de plus en plus étroite, sinueuse, bordée de vignes qui s'étendent à perte de vue. Mon camion n'est pas fait pour ce genre de route, mais je conduis prudemment,
profitant de chaque virage pour vérifier si la moto nous suit toujours. Et elle nous suit, tenace, déterminée. Laurent ne va pas abandonner facilement. Il ne va pas nous lâcher, murmure Sophie, la terreur évidente dans sa voix. Je réfléchis rapidement. Nous ne pouvons pas continuer comme ça indéfiniment. À un moment, il faudra faire face à Laurent. Mais je veux que ce soit sur mon terrain, pas le sien. J'ai une idée, je dis. Il y a une clairière un peu plus loin, entre les vignobles. On va s'y arrêter. S'arrêter, s'exclame Sophie, horrifiée. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Oui, mais sur mon terrain, je réponds fermement. Écoutez, Sophie, cet homme va continuer à vous traquer tant que vous fuirez. On ne peut pas fuir éternellement. À un moment, il faut faire face. Elle me regarde, effrayée, mais aussi résignée. Elle sait que j'ai raison. D'accord, dit-elle finalement. Mais s'il a une arme? Je ne réponds pas immédiatement. C'est une possibilité que je n'avais pas envisagée. Mais maintenant qu'elle le mentionne, cela semble probable. Un homme comme Laurent, impliqué dans des activités illégales, aurait probablement un moyen de se défendre. On va prendre des précautions, je dis finalement. J'ai un outil dans mon camion qui pourrait nous servir si nécessaire. Je fais référence à une clé à molette que je garde toujours sous mon siège, en cas de problème mécanique. Ce n'est pas une arme à proprement parler, mais c'est mieux que rien. Nous arrivons à la clairière. C'est un espace ouvert entre deux vignobles, bordé d'un côté par un petit bois et de l'autre par un champ de lavande. J'arrête mon camion de manière à ce qu'il forme une barrière entre nous et la route, et je coupe le moteur. Restez dans le camion, je dis à Sophie. Verrouillez les portes. Si les choses tournent mal, utilisez mon téléphone pour appeler la gendarmerie. Le numéro est le 17. Elle hoche la tête, les yeux écarquillés par la peur, mais aussi par une détermination nouvelle. Soyez prudent, murmure-t-elle. Je descends du camion, la clé à molette dissimulée dans ma main. Je me place entre mon camion et la route, attendant. Je n'ai pas à attendre longtemps. Le bruit de la moto se rapproche, puis s'arrête. Laurent descend de sa machine, retire son casque et s'avance vers moi. C'est un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux noirs coupés courts, le visage dur. Il y a quelque chose de froid dans ses yeux, quelque chose qui me fait penser à mon père dans ses pires moments. « Où est-elle » demande-t-il sans préambule, son accent du nord de la France tranchant dans l'air doux de la Provence. « Qui ça » je réponds, jouant les idiots pour gagner du temps. Son visage se durcit encore plus. « Ne me prends pas pour un con. La fille. Sophie. Je sais qu'elle est avec toi. » Je hausse les épaules, essayant de paraître détendu alors que mon cœur bat à tout rompre. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mon gars. Il fait un pas vers moi, menaçant. Écoute-moi bien, le routier. Cette fille, elle est à moi. Elle m'appartient. Tu me la rends gentiment et on oublie tout ça. Ces mots réveillent en moi une colère que je ne savais pas capable de ressentir. Personne n'appartient à personne, je gronde, serrant plus fort la clé à molette dans ma main. Cette femme n'est pas votre propriété. Laurent rit un rire sans joie. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, mon pote. Je ne suis pas un gars qu'on contrarie. Il glisse la main sous sa veste en cuir, et je vois l'éclat métallique d'une arme. Mon sang se glace, mais je reste immobile, calculant mes options. Laurent! La voix de Sophie nous fait tous les deux sursauter. Elle est sortie du camion et se tient derrière moi, tremblante mais déterminée. « Ah, te voilà » dit Laurent, un sourire mauvais aux lèvres. « Tu m'as donné du fil à retordre, ma jolie. Mais le jeu est fini maintenant. On rentre à la maison. »« Je ne viens pas avec toi, » répond Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'a été depuis que je l'ai rencontrée. « Je ne suis pas à toi. Je ne l'ai jamais été. » La colère déforme le visage de Laurent. « Tu crois que tu as le choix ?» gronde-t-il, sortant complètement son arme maintenant. C'est un couteau, pas un pistolet comme je le craignais, mais tout aussi mortel à courte distance. « Tout le monde a le choix, » je dis, m'interposant entre lui et Sophie. Et elle a fait le sien. Laurent me regarde avec mépris. « Pousse-toi de là, le routier, ce ne sont pas tes affaires. » Ça l'est devenu à partir du moment où j'ai décidé de l'aider. Je réponds, me préparant à ce qui va suivre. Il se jette sur moi, le couteau pointé vers mon ventre. Je réagis instinctivement, faisant un pas de côté et lui assénant un coup de clé à molette sur le poignet. Le couteau tombe au sol avec un bruit métallique. Laurent hurle de douleur et de rage et se jette sur moi à main nue. Nous tombons tous les deux au sol, roulant dans la poussière du chemin. Je sens ses poings sur mon visage, la douleur qui explose dans ma mâchoire, mais je me défends, utilisant mon poids et ma force pour le maintenir au sol. Soudain, j'entends Sophie crier « Attention !» Laurent a réussi à récupérer son couteau. Il le brandit au-dessus de ma tête, prêt à frapper. Je ferme les yeux, attendant le coup, qui ne vient pas. J'ouvre les yeux pour voir Sophie debout au-dessus de nous,
tenant ma clé à molette. Laurent est affalé à côté de moi, inconscient, une traînée de sang coulant de sa tempe où Sophie l'a frappé. « Vous allez bien ?» demande-t-elle, lâchant l'outil comme s'il l'avait brûlé. Je me relève péniblement, essuyant le sang de ma lèvre fendue. « Grâce à vous ? » ?»« Oui, » je réponds avec un petit sourire douloureux. Sophie regarde Laurent, étendu au sol. « J'ai eu si peur qu'il vous tue, » murmure-t-elle. Je m'approche de Laurent, vérifie qu'il respire toujours. Il est juste assommé. « Il faut appeler la gendarmerie, » je dis. Cette fois, Sophie ne proteste pas. Elle me tend mon téléphone, que j'utilise pour composer le 17. 20 minutes plus tard, 2 voitures de la gendarmerie arrivent sur place. Les gendarmes prennent nos dépositions, menottent Laurent qui a repris conscience et rage contre nous. L'un des gendarmes, un homme d'âge moyen au visage bienveillant, nous informe que Laurent est recherché dans 3 départements pour proxénétisme, trafic et enlèvement. « Vous avez eu de la chance, » nous dit-il. « Cet homme est dangereux. » Je regarde Sophie, qui semble à la fois soulagée et effrayée. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demande-t-elle. Le gendarme lui explique qu'elle devra témoigner contre Laurent, mais qu'il y a des associations qui pourront l'aider, lui offrir un hébergement et un soutien psychologique. « Il y a une association à Avignon, » je dis, me souvenant d'un reportage que j'avais vu à la télévision. « Ils aident les femmes dans votre situation. » Le gendarme hoche la tête. « C'est une bonne idée. Nous pouvons vous y conduire, Madame Mercier. » Sophie me regarde, hésitante. « Et vous, Marcel, qu'allez-vous faire ?» Je souris doucement. « J'ai une livraison à faire à Lyon, le devoir m'appelle. » Mais je sors mon carnet de route et lui écris mon numéro de téléphone. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, n'importe quand. » Elle prend le papier, le serre contre elle comme un talisman. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout. » Les gendarmes emmènent Laurent, menotté et furieux. Sophie monte dans une des voitures de gendarmerie, après m'avoir brièvement serré dans ses bras. Je la regarde partir, sentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je remonte dans mon camion et reprends la route vers Lyon. Les événements de la journée tournent dans ma tête, me laissant à la fois épuisé et étrangement vivifié. J'ai fait ce que je n'avais jamais pu faire pour ma mère. J'ai aidé quelqu'un à échapper à son bourreau. 3 mois plus tard, alors que je fais une livraison dans le sud, je reçois une lettre adressée à mon entreprise de transport. L'expéditeur est Sophie Mercier, et elle écrit depuis Montpellier. Dans sa lettre, elle me raconte qu'après avoir passé quelques semaines à l'association d'Avignon, sous la protection bienveillante de Madame Beaumont, la directrice, elle a décidé de recommencer sa vie à Montpellier. Elle a trouvé un travail de serveuse dans une brasserie du centre-ville et s'est inscrite à l'université pour étudier la littérature, son rêve d'enfance. « Je ne vis plus dans la peur constante », écrit-elle. « Laurent a été condamné à 12 ans de prison. Il ne pourra plus me faire de mal, ni à moi ni à aucune autre femme pendant longtemps. » Elle a joint à sa lettre une photo d'elle, souriante, devant la brasserie où elle travaille. Elle a l'air différente. Ses cheveux sont coupés courts, ses yeux brillent d'une nouvelle confiance en elle. « Vous avez été le premier à me traiter comme un être humain, pas comme une marchandise, » conclut-elle. « Vous m'avez montré qu'il y a encore des hommes bons dans ce monde. Je ne l'oublierai jamais. » Je range la lettre et la photo dans mon portefeuille, là où je garde les rares trésors de ma vie nomade. Et tandis que je conduis le long de la route des vins, je réfléchis à la façon dont nos vies peuvent changer en un instant, à la façon dont un simple geste de bonté peut sauver quelqu'un. Parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un est de lui permettre de trouver son propre chemin. Sophie a trouvé le sien, et j'en suis heureux. Sur les routes de France, entre les champs de lavande et les vignobles, les rencontres inattendues peuvent parfois tout changer. C'est ce que j'ai appris ce jour-là, quand j'ai vu une femme fuir et que j'ai décidé d'interposer mon camion entre elle et son bourreau. Et vous, avez-vous déjà vécu une rencontre qui a changé votre vie? Partagez votre expérience en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Donnez-moi une note de 1 à 10 pour cette histoire et dites-moi d'où vous nous regardez. À bientôt sur la route.